J'ai fait confiance à ma sœur lorsqu'elle m'a tendu ses antihistaminiques. Prends en deux avant de dormir, m'a dit Élise avec un sourire mielleux. Tu as besoin de repos avant ton long trajet pour la lecture du testament de grand-père demain. Et 20 minutes plus tard, je me retrouvais sur le carrelage de ma cuisine, la gorge serrée, la vision s'effaçant dans le noir, mon cœur battant si fort qu'il résonnait dans mon crâne comme un tambour. Elle avait échangé les étiquettes, ma propre sœur m'avait empoisonné. J'ai rampé vers mon téléphone et composé le 18 avant que tout ne devienne noir. 4 jours plus tard, je suis entré dans cette étude notariale pour la lecture du testament, celle-là même à laquelle Élise pensait que je ne survivrais jamais pour y assister. La pièce est devenue silencieuse, la bouche de mes parents s'est ouverte de stupeur, le visage d'Élise a pris la couleur de la cendre, mais ce n'est pas le moment qui a tout fait basculer, c'était lorsque 2 officiers de police ont franchi la porte et ont demandé « Laquelle d'entre vous est Élise Prisier ?» Nous avons des questions concernant une enquête judiciaire. Ce qu'ils ont révélé ensuite a fait porter la main de ma mère à sa bouche, la tasse de café de mon père a glissé de ses doigts et a explosé sur le sol en marbre. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un que vous aimiez toute votre vie vous détruisait secrètement depuis le début ? Je m'appelle Laure Prisier, j'ai 35 ans et j'ai passé la dernière décennie à travailler comme expert comptable dans une petite ville de Sologne où tout le monde connaît votre nom mais personne ne vous voit vraiment. J'avais construit ce que je croyais être une vie stable et indépendante, mais en regardant en arrière maintenant, je réalise que je vivais dans un château de cartes que ma propre famille démontait secrètement depuis des années. Ce jeudi après-midi avait commencé comme les autres, je terminais des rapports trimestriels à mon bureau quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu, la voix à l'autre bout appartenait à Maître Hérault, le notaire de mon grand-père. Grand-père Henri était décédé 2 semaines plus tôt et la lecture du testament était prévue pour lundi matin. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel dans cet appel. Maître Hérault a dit que grand-père avait laissé une partie scellée du testament qui ne pouvait être ouverte que si j'étais physiquement présente, pas mes parents, pas ma sœur Élise, moi spécifiquement. Je me souviens avoir senti une chaleur étrange se répandre dans ma poitrine, dans une famille où j'avais toujours été la 5e roue du carrosse. Grand-père Henri m'avait distingué, il était le seul à m'avoir vraiment vu. 2 mois avant sa mort il m'avait appelé à l'improviste posant des questions étranges sur mes finances. Avais-je vérifié ma situation bancaire récemment? Avais-je des problèmes de prêt? J'avais ri en lui disant que tout allait bien même si ce n'était pas vrai. La vérité était que ma situation bancaire était mystérieusement désastreuse. Depuis des années j'étais rejetée pour des prêts immobiliers, 3 fois, je ne comprenais pas pourquoi, je payais mes factures à temps, je n'avais aucune dette à ma connaissance, je faisais tout correctement mais les banques continuaient de dire non et je continuais de me blâmer pour une erreur invisible que je ne pouvais identifier. Lors de ce dernier coup de fil, grand-père a mentionné le nom de ma grand-mère Éléonore puis a fait une longue pause comme s'il voulait me dire quelque chose d'important mais il a changé de sujet et j'étais trop distraite pour insister, je regrette maintenant de ne pas avoir écouté plus attentivement. Grand-mère Éléonore est morte il y a 5 ans et la blessure n'est toujours pas guérie, c'était elle qui tressait mes cheveux quand j'étais petite, qui m'appelait sa petite courageuse, qui me faisait sentir que je comptais. Quand elle est partie j'ai attendu une lettre, un souvenir, n'importe quoi qui pourrait porter son amour plus loin, mais rien n'est venu. Élise s'est occupée de la succession et m'a dit que grand-mère n'était pas sentimentale avec les biens matériels. J'ai accepté cette explication même si elle m'a brisé le cœur. Quelques mois plus tard j'ai remarqué qu'Élise portait un magnifique collier de perles que je n'avais jamais vu auparavant. Quand je lui ai posé la question elle a dit qu'elle l'avait acheté dans une vente aux enchères, je l'ai cru, pourquoi ne croirais-je pas ma propre sœur ? Moins d'1 heure après l'appel du notaire, Élise m'a téléphoné avec une douceur qui semblait presque théâtrale. Elle a demandé à quelle heure je partais pour la lecture du testament, quelle route je comptais prendre, si je me sentais assez bien pour le long trajet. Elle semblait particulièrement intéressée par mes allergies saisonnières qui m'avaient gênée toute la semaine. Avec le recul je peux voir le calcul derrière chaque question mais à l'époque je pensais juste qu'elle était inhabituellement attentionnée. Ce soir-là, je m'installais pour une nuit tranquille quand mon téléphone a vibré avec un SMS d'Élise. Elle passait me déposer un nouveau médicament contre les allergies. Elle a dit qu'elle voulait que je sois bien reposée pour la longue route de lundi. J'ai souri au message touché par ce que je croyais être de l'inquiétude fraternelle. J'avais fait installer un système de caméras de surveillance après un cambriolage il y a 2 ans et j'ai regardé sur l'écran sa voiture entrer dans mon allée. Alors que je déverrouillais la porte pour l'accueillir je n'avais aucune idée qu'Élise avait passé les 8 dernières années à détruire systématiquement ma vie depuis l'ombre et ce soir-là elle s'apprêtait à répéter un crime qu'elle avait commis avec succès il y a 5 ans, un crime qui m'avait déjà volé les derniers mots de ma grand-mère pour toujours.
Élise a franchi ma porte ce jeudi soir avec un sourire chaleureux et un petit sac blanc de pharmacie à la main. Elle avait tout l'air de la petite sœur inquiète, sa voix douce et bienveillante alors qu'elle pressait le sac dans ma paume. Ceux-ci sont plus forts que ta marque habituelle, a-t-elle dit. Prends en deux avant de dormir et tu dormiras comme un bébé. Tu as besoin de repos avant ce long trajet lundi. J'ai remarqué que ses yeux se dirigeaient vers la caméra de sécurité montée dans le coin de mon salon, mais je n'y ai pas prêté attention. Peut-être était-elle juste curieuse de mon installation de sécurité. Elle m'a serré dans ses bras avant de partir et l'étreinte a duré plus longtemps que d'habitude. Je me souviens avoir pensé combien c'était agréable que nous nous rapprochions enfin. J'avais passé tant d'années à me sentir comme l'étrangère dans ma propre famille et voilà que ma sœur se présentait avec des médicaments et une véritable inquiétude. Je l'ai remerciée et j'ai regardé ses feux arrière disparaître dans ma rue calme. J'ai pris les pilules exactement comme elle me l'avait indiqué, 2 petits comprimés avec un verre d'eau, puis je me suis installée sur mon canapé pour regarder la télévision. Les nouvelles du soir parlaient de politique locale et de météo. J'ai tiré une couverture sur mes jambes et j'ai attendu que la somnolence arrive. Au lieu de cela, quelque chose d'autre s'est produit. Environ 20 minutes après avoir avalé ces pilules, ma gorge a commencé à se serrer. Au début je pensais que c'était juste mes allergies qui recommençaient, peut-être de la poussière que j'avais remuée en nettoyant. Mais ensuite l'oppression s'est transformée en pression comme des mains invisibles serrant ma trachée, ma vision s'est brouillée sur les bords, mon cœur a commencé à battre si fort que je pouvais le sentir dans mes oreilles. Battant follement et irrégulièrement comme s'il avait oublié son propre rythme, ce n'était pas des allergies. Ce n'était pas un effet secondaire, quelque chose n'allait terriblement pas. J'ai essayé de me lever mais mes jambes se sont dérobées sous moi. Je me suis effondrée sur le sol renversant la lampe sur ma table de chevet, la pièce tournait autour de moi en cercle nauséeux, j'ai su avec une clarté soudaine que je faisais un choc anaphylactique. Ces pilules n'étaient pas des médicaments contre les allergies, ma sœur m'avait donné quelque chose conçu pour arrêter mon corps. Je sentais mes voies respiratoires se fermer, chaque respiration devenant un combat désespéré pour la moindre bouffée d'oxygène. Mon téléphone était sur la table basse à quelques mètres mais il aurait aussi bien pu être à des kilomètres. Je me suis traînée sur le tapis, mes bras tremblants, ma vision s'assombrissant. J'ai tendu la main et fait tomber le téléphone par terre puis j'ai tâtonné avec des doigts tremblants jusqu'à réussir à composer le 18, quand l'opérateur a répondu je pouvais à peine parler. J'ai halté mon adresse par fragments brisés, chaque mot me coûtant un air précieux, puis tout est devenu noir. J'ai appris plus tard que ma voisine, Madame Pagnol, m'a sauvé la vie. Elle a 67 ans, c'est une institutrice à la retraite qui vit seule dans la maison d'Aix-en-Grave-Côté. Elle a entendu les sirènes de l'ambulance et est accourue en peignoir et chaussons. Les pompiers m'ont trouvée inconsciente sur le sol de mon salon respirant à peine, mes lèvres devenant bleues. Madame Pagnol m'a tenu la main pendant qu'il travaillait sur moi et elle m'a accompagnée dans l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Elle est restée dans la salle d'attente toute la nuit refusant de partir tant qu'elle ne saurait pas que je survivrais. Je me suis réveillée aux soins intensifs le vendredi matin avec des tubes dans les bras et un masque à oxygène sur le visage. Une infirmière m'a dit que j'étais arrivée juste à temps, 10 minutes de plus et il n'y aurait plus rien eu à faire. Cet après-midi-là, une femme en blazer sombre est entrée dans ma chambre d'hôpital et s'est présentée comme le lieutenant Martinez de la police judiciaire. Elle a demandé si je me sentais assez bien pour répondre à quelques questions sur ma sœur Élise. J'ai hoché la tête, ma gorge encore irritée et douloureuse. Ce qu'elle m'a dit ensuite a brisé tout ce que je croyais savoir sur ma propre vie. Élise faisait l'objet d'une enquête pour usurpation d'identité depuis 6 mois, la victime c'était moi. Au cours des 8 dernières années quelqu'un avait ouvert cette compte de crédit à la consommation en mon nom et accumulé 170 000 € de dettes frauduleuses, ce quelqu'un était ma propre sœur. Les mystérieux problèmes bancaires qui me hantaient depuis des années, les refus de prêts, l'humiliation financière constante, tout cela remontait à Élise. Elle avait volé mon identité et détruit mon avenir tout en me souriant à travers la table du repas de Noël. J'aurais pu m'effondrer à ce moment-là. Une partie de moi le voulait, mais quelque chose d'autre s'est levé en moi à la place, quelque chose de plus dur et de plus déterminé. J'ai demandé au lieutenant Martinez de me passer le téléphone de l'hôpital. Mon premier appel a été pour mon fournisseur de stockage cloud. J'ai changé le mot de passe de mes enregistrements de vidéosurveillance et je l'ai verrouillé pour que personne ne puisse y accéder ou le supprimer. Cette vidéo montrait Élise entrant chez moi avec les pilules, elle la montrait jetant un coup d'œil à la caméra. Elle la montrait me tendant le poison avec un sourire de sœur. Mon deuxième appel a été pour la Banque de France. J'ai demandé un gel d'urgence et une vérification de fichage FICP. Plus personne n'ouvrirait un autre compte en mon nom, jamais.
Puis je me suis tournée vers le lieutenant Martinez et lui ai demandé des copies de chaque document du dossier d'enquête. J'en avais fini d'être une victime passive. Si ma sœur détruisait ma vie depuis 8 ans, j'allais comprendre exactement comment elle l'avait fait. En examinant la chronologie de la police depuis mon lit d'hôpital, un détail m'a glacé le sang. Le premier compte frauduleux avait été ouvert juste 3 mois après la mort de ma grand-mère Éléonore. C'était juste après qu'Élise se soit occupée de la succession. Juste après qu'elle m'ait dit que grand-mère n'était pas sentimentale et ne m'avait rien laissé. Le lieutenant Martinez a remarqué mon expression et s'est penché en avant. Les voleurs d'identité passent souvent à la vitesse supérieure après avoir réussi quelque chose de plus petit, a-t-elle dit. Ils gagnent en confiance, ils vont plus loin. J'ai fixé le document dans mes mains et senti une terrible question se former dans mon esprit. Si Élise a commencé à voler mon identité juste après avoir géré la succession de grand-mère, qu'est-ce qu'elle m'a pris d'autre à l'époque ? Qu'est-ce qui a disparu que je ne savais même pas être destiné à moi ? J'ai passé le week-end à récupérer dans cette chambre d'hôpital, mon corps guérissant lentement tandis que mon esprit parcourait chaque souvenir que j'avais de ma sœur, chaque geste gentil semblait maintenant différent, chaque mot doux sonnait creux. Le dimanche soir, mon téléphone d'hôpital a sonné, c'était Maître Hérault, le notaire de grand-père Henri. Il m'a dit que la lecture du testament était toujours prévue pour lundi matin exactement comme mon grand-père l'avait demandé. Mais il y avait autre chose, Henri avait laissé des instructions inhabituelles. Une infirmière privée nommée Marguerite me livrerait quelque chose lundi matin juste avant la lecture, elle arriverait à cette heure précise. Maître Hérault ne savait pas ce que contenait la livraison, seulement qu'Henri avait été très précis sur l'horaire et le destinataire, cela devait être moi et cela devait être ce matin-là. J'ai raccroché le téléphone et fixé les dalles du plafond au-dessus de mon lit d'hôpital. Mon grand-père avait su, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, il avait su que quelque chose comme ça pourrait arriver, il s'y était préparé, il avait laissé des instructions et pris des dispositions qui ne s'activeraient que si je me retrouvais exactement là où j'étais maintenant. La question qui m'a tenue éveillée toute la nuit était simple mais terrifiante. Qu'est-ce que grand-père Henri a découvert avant de mourir et qu'est-ce que Marguerite m'apportait qu'il ne faisait confiance à personne d'autre pour livrer ? La réponse est arrivée à 7 heures lundi matin. J'avais reçu ma sortie de l'hôpital 30 minutes plus tôt, encore faible mais déterminée à me rendre à la lecture du testament. J'étais assise dans le hall attendant mon taxi quand une femme dans la soixantaine s'est approchée de moi avec des yeux doux et un sac en cuir usé sur l'épaule. Elle s'est présentée comme Marguerite et elle a dit qu'elle avait été l'infirmière de soins palliatifs privée de mon grand-père durant ces 6 derniers mois. Henri lui avait donné des instructions très précises, s'il m'arrivait quoi que ce soit, si je finissais à l'hôpital ou dans n'importe quel genre d'ennui, elle devait me remettre 2 objets directement en main propre et à personne d'autre. Elle a plongé la main dans son sac et en a sorti une clé USB et une enveloppe scellée avec mon nom écrit dessus de l'écriture tremblante de mon grand-père. J'ai ouvert l'enveloppe en premier, à l'intérieur il y avait un mot qui m'a coupé le souffle. « Ma petite courageuse », disait-il, « si tu lis ceci, c'est que j'avais raison de m'inquiéter. Regarde la vidéo avant de les affronter et sache ceci. Ta grand-mère ne t'a jamais oublié, ce qu'Élise t'a pris il y a 5 ans, j'ai fait de mon mieux pour le rendre. » J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous à travers mes larmes. Marguerite m'a serré l'épaule et m'a dit qu'il y avait une pièce calme au bout du couloir où je pouvais regarder la vidéo en privé. Elle m'y a accompagnée et a monté la garde devant la porte pendant que j'insérais la clé USB dans mon ordinateur portable. Le visage de mon grand-père est apparu sur l'écran et même si je savais qu'il était parti, le voir vivant à nouveau m'a frappé comme un coup physique. Il avait l'air frêle, appuyé contre des oreillers dans ce qui devait être son lit médicalisé, mais ses yeux étaient féroces et clairs. Il parlait directement à la caméra comme s'il pouvait me voir regarder depuis le futur. « Laure, a-t-il dit, il y a 6 mois je triais les affaires de ta grand-mère Éléonore, j'ai trouvé son journal intime caché dans une boîte de vieilles photographies, la dernière entrée a été écrite la semaine avant sa mort. » Il a fait une pause et je pouvais voir ses mains trembler alors qu'il tenait un petit carnet en cuir, il a lu l'entrée à haute voix. « J'ai donné la lettre et les perles de ma mère à Élise pour qu'elle les remette alors, j'espère que ma petite courageuse sait à quel point je suis fière d'elle. » Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. « Laure, ta grand-mère t'a laissé ses bijoux les plus précieux et une lettre manuscrite te disant combien elle t'aimait, Élise ne te les a jamais remis. J'ai trouvé le collier de perles caché dans la boîte à bijoux d'Élise, elle le porte depuis des années en prétendant l'avoir acheté elle-même, la lettre, je crois qu'elle l'a détruite.
J'ai pressé ma main contre ma bouche pour m'empêcher de crier. 5 ans de deuil, 5 ans à croire que ma grand-mère m'avait oublié, 5 ans à regarder Élise porter ses perles et à ressentir cette douleur familière d'être la fille invisible. Tout cela n'avait été qu'un mensonge. Grand-mère Éléonore m'avait aimé, elle m'avait laissé sa possession la plus chère et ses derniers mots, et Élise avait volé les deux. La vidéo continuait. Henri expliquait que lorsqu'il a découvert la vérité sur les perles, il a commencé à enquêter plus loin, il a engagé un détective privé, il a pris contact avec le lieutenant Martinez qui montait déjà un dossier contre Élise pour usurpation d'identité. Il voulait rassembler toutes les preuves avant de confronter qui que ce soit. J'ai essayé de te le dire, Laure, a-t-il dit, les yeux remplis de regrets. Il y a 2 mois je t'ai appelé et demandé à propos de tes problèmes financiers. J'essayais d'amorcer la conversation mais tu as dit que tout allait bien et j'ai été lâche, je ne pouvais pas détruire ton monde par téléphone. Il a essuyé ses yeux d'une main tremblante. Je savais aussi que si je te prévenais tu confronterais Élise immédiatement, elle aurait le temps de détruire les preuves, de créer des alibis, de manipuler tes parents, j'avais besoin de construire un dossier en béton d'abord, je pensais avoir plus de temps. Sa voix est tombée à un murmure à peine audible. J'ai manqué de temps, Laure, mais je me suis assuré que la vérité t'atteindrait d'une manière ou d'une autre. Puis son ton a changé, devenant plus dur et plus urgent. Si tu regardes ceci dans un hôpital, cela signifie qu'Élise est passée à l'acte, elle sait que je t'ai laissé une lettre scellée dans mon testament, elle essaiera de l'intercepter de la même manière qu'elle a intercepté la lettre d'Éléonore il y a 5 ans, son plan sera simple, elle se présentera au bureau du notaire avec un document falsifié prétendant que tu l'as autorisé à recevoir ton courrier. Après avoir obtenu la lettre, elle te dira que c'était juste un petit mot sans importance ou qu'elle s'est perdue dans la confusion, je le sais parce que c'est exactement ce qu'elle t'a dit à propos de la lettre d'Éléonore. Grand-mère n'était pas sentimentale ? C'était un mensonge, Laure, Éléonore t'aimait plus que quiconque dans cette famille ne l'a jamais compris. La vidéo s'est terminée et je suis restée assise en silence pendant un long moment, laissant la vérité s'installer dans mes os. Mon grand-père avait tout vu, il s'était préparé à tout et maintenant j'allais entrer dans cette lecture de testament armée d'un savoir que personne ne s'attendait à ce que je possède. Je suis arrivée au bureau du notaire 5 minutes avant 10 heures, le lieutenant Martinez m'a retrouvée sur le parking avec une petite boîte en velours, à l'intérieur se trouvaient les perles de ma grand-mère récupérées chez Élise ce matin même comme preuve, je les ai attachées autour de mon cou et j'ai franchi la porte d'entrée. La salle de conférence est devenue complètement silencieuse quand je suis apparue, mes parents étaient assis d'un côté de la longue table, ma sœur de l'autre, le visage d'Élise est devenu blême au moment où elle a vu les perles contre ma peau, elle les a reconnues instantanément, elle savait exactement ce que leur présence signifiait. Je n'ai rien dit, j'ai simplement pris mon siège et attendu. Le notaire a lu le testament, 70% de la succession de mon grand-père m'était léguée, il avait inclus une explication écrite, ce n'est pas du favoritisme, a-t-il écrit, c'est une compensation pour ce qui a été volé à ma petite-fille et la reconnaissance d'un caractère qui est resté bon malgré l'absence de bonté de sa propre famille. Ma mère a émis un petit son d'incrédulité, mon père fixait la table, la mâchoire d'Élise s'est serrée mais elle n'a rien dit. Lorsque la lecture s'est conclue, Élise s'est levée brusquement et a annoncé qu'elle avait besoin d'air frais, elle a attrapé son sac à main de créateur et s'est dirigée vers la porte, mais le lieutenant Martinez et 2 officiers en uniforme l'attendaient sur le parking. J'ai regardé par la fenêtre de la salle de conférence alors qu'il l'arrêtait à côté de sa voiture de luxe, celle dont je savais maintenant qu'elle avait été achetée avec mon crédit volé. Élise Prisier, a dit le lieutenant Martinez d'une voix claire, vous êtes en état d'arrestation pour coups et blessures aggravées, usurpation d'identité, vol de propriété et faux et usage de faux. Pendant la fouille, un officier a sorti un document plié du sac d'Élise, c'était une procuration falsifiée datée de ce matin même autorisant Élise à recevoir tout courrier et document légal en mon nom, la signature était une copie presque parfaite de mon écriture, mon grand-père avait prédit son plan dans les moindres détails. Alors que les menottes claquaient autour de ses poignets, Élise a croisé le regard de notre mère à travers la fenêtre. « Maman » a-t-elle crié, sa voix se brisant de désespoir, « dis-leur que je t'aidais. Dis-leur que tu savais. » Le visage de ma mère s'est vidé de toute couleur, elle n'a rien dit, elle n'a pas bougé. À l'intérieur de la salle de conférence, le lieutenant Martinez a pris une note dans son petit carnet noir, je me suis tournée vers la policière avec une question qui grandissait dans ma poitrine depuis le moment où Élise avait crié ces mots, que savait exactement ma mère ? Le lieutenant Martinez m'a regardé avec des yeux calmes, c'est notre prochaine conversation, mademoiselle Prisier.
Cette conversation a eu lieu plus tôt que je ne le pensais. Le lieutenant Martinez est revenu dans la salle de conférence moins de 10 minutes après qu'Élise ait été emmenée menottée. Mes parents étaient toujours assis à la table, ma mère agrippant la coudoir de sa chaise comme si elle risquait de s'envoler si elle lâchait prise, mon père fixant le grain du bois comme s'il contenait les réponses aux questions qu'il avait peur de poser. La détective a fermé la porte derrière elle et s'est adressée directement à ma mère. « Madame Prisier », a-t-elle dit, nous avons des preuves que vous avez eu connaissance de l'usurpation d'identité il y a 3 ans et que vous avez pris des mesures actives pour la dissimuler. La tête de ma mère s'est relevée d'un coup. C'est ridicule, a-t-elle dit, sa voix montant dans les aigus, je n'avais aucune idée de ce qu'Élise faisait, je suis aussi choquée que n'importe qui. Le lieutenant Martinez a ouvert un dossier et a étalé plusieurs documents sur la table, des relevés bancaires montrant des virements mensuels du compte de ma mère vers celui d'Élise, des montants qui correspondaient exactement au paiement minimum sur les comptes de crédit frauduleux. Ces paiements avaient empêché les comptes de passer en recouvrement judiciaire, ce qui aurait déclenché des alertes qui auraient pu m'atteindre. Il y avait aussi des SMS imprimés, des conversations entre ma mère et Élise discutant de la manière de répondre si jamais je questionnais mes problèmes de crédit. Dis-lui que c'est probablement juste une erreur de la banque, avait écrit ma mère, ces choses arrivent tout le temps, sois sympathique mais ne propose pas de l'aider à vérifier. La dernière pièce à conviction était un email supprimé que les enquêteurs avaient récupéré sur l'ordinateur d'Élise. Ma mère l'avait écrit il y a 2 ans, assure-toi juste qu'elle ne le découvre jamais, disait l'email, je ne peux pas te perdre toi aussi. Ma mère a ouvert la bouche pour nier à nouveau mais j'ai sorti mon téléphone et appuyé sur lecture sur la vidéo de mon grand-père, sa voix a rempli la salle de conférence, calme et délibérée, expliquant exactement ce qu'il avait découvert et quand, il a cité des dates, il a cité des relevés bancaires, il a décrit le moment où il a trouvé les SMS sur le téléphone d'Élise pendant qu'elle pensait qu'il faisait la sieste. Ma mère écoutait, le visage devenant plus pâle à chaque seconde. Quand la vidéo s'est terminée, elle n'a plus essayé de nier. Au lieu de cela, elle a commencé à pleurer. Tu ne comprends pas ce que c'était, a-t-elle dit à travers ses larmes. Je n'étais pas prête à être mère quand j'ai eu Laure, j'avais 22 ans, j'avais des rêves, je voulais voyager, voir le monde, découvrir qui j'étais avant de devenir la mère de quelqu'un, mais Henri, mon propre père, m'a convaincue de garder la grossesse, il a dit que je le regretterais pour toujours si je ne le faisais pas. Elle m'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose entre la culpabilité et l'accusation. J'ai passé 35 ans à sentir que ma vie m'avait été volée et puis tu as grandi si indépendante Laure, si autonome, tu n'as jamais eu besoin de moi pour quoi que ce soit, tu as tout compris par toi-même et tu n'as jamais demandé d'aide, mais Élise avait besoin de moi, Élise m'appelait tous les jours, Élise voulait mes conseils, mon réconfort, ma présence. Quand j'ai découvert ce qu'elle t'avait fait, je ne pouvais pas perdre la seule fille qui voulait réellement de moi. Je suis restée très immobile alors que 35 ans de froideur prenaient enfin sens, chaque anniversaire oublié, chaque remise de diplôme manquée, chaque fête où ma mère me regardait à travers comme si j'étais faite de verre, elle ne s'était jamais liée à moi parce qu'elle n'avait jamais voulu de moi en premier lieu, et quand elle a enfin eu une fille qui avait besoin d'elle, elle a choisi de protéger les crimes de cette fille plutôt que de me protéger, moi. Mon père était resté silencieux pendant tout ce temps mais maintenant il prenait la parole, sa voix était rauque et confuse. Qu'est-ce que tu veux dire par tu savais depuis 3 ans? Qu'est-ce que tu veux dire par tu l'as aidé à le cacher? Le lieutenant Martinez a fait glisser un autre document sur la table, c'était une demande de prêt datant d'il y a 5 ans co-signée par mon père. Élise lui avait dit que j'avais déjà accepté d'être garante et qu'elle avait juste besoin d'un membre de la famille comme co-signataire pour des raisons administratives. Il avait signé sans poser de questions, sans m'appeler pour confirmer, sans y penser à 2 fois. Il avait sans le savoir aidé sa fille cadette à commettre une fraude contre sa fille aînée. Il a fixé le document avec son nom dessus puis a fixé sa femme. Tu savais tout ça? Pendant 3 ans tu as regardé Laure galérer et tu n'as rien dit. Les larmes de ma mère se sont transformées en colère. Toi. Tu ne t'es jamais assez soucié pour demander pourquoi la vie de Laure était si dure, lui a-t-elle lancé, tu as juste supposé qu'elle n'était pas aussi capable qu'Élise, tu les comparais constamment, tu te vantais de l'appartement d'Élise et de sa voiture et de son train de vie pendant que Laure vivait dans cette petite maison et conduisait cette vieille voiture, il ne t'est jamais venu à l'esprit de te demander comment ta fille cadette s'offrait tout ça avec son salaire? C'était plus facile de croire que Laure était l'échec plutôt que de faire attention à ce qui se passait réellement. Mon père avait l'air d'avoir été giflé, les deux ont commencé à se disputer en chuchotements durs, des décennies de ressentiment supprimé débordant enfin.
La façade familiale qui avait été maintenue toute ma vie s'effondrait complètement dans cette salle de conférence et je regardais cela se produire avec un étrange sentiment de détachement. Après quelques minutes je me suis levée lentement, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai senti un calme s'installer sur moi que je n'avais jamais connu auparavant. Pendant 8 ans, ai-je dit, et ma voix calme a coupé leur dispute, j'ai cru que j'étais une ratée, chaque porte fermée, chaque demande refusée, chaque propriétaire qui regardait mon dossier et me disait non, je me blâmais, je pensais que je faisais quelque chose de mal que je ne pouvais pas identifier. J'ai fait une pause et je les ai regardés chacun à leur tour, mais c'était vous tous, de différentes manières. J'ai regardé vers la fenêtre où Élise avait été arrêtée. Élise a volé mon nom, mon crédit, mon avenir, elle a volé la lettre de grand-mère et ses perles. Pendant 5 ans j'ai cru avoir été oubliée par la femme qui m'aimait le plus. Je me suis tournée vers ma mère. Tu as découvert le vol et tu as choisi de protéger la voleuse parce que je n'ai jamais eu assez besoin de toi, parce que j'ai fait l'erreur d'être autonome. J'ai regardé mon père, et toi tu n'as jamais demandé une seule fois pourquoi ma vie était si dure, tu as juste supposé qu'Élise était celle qui réussissait et que j'étais la déception, c'était plus facile que de faire attention. Aucun d'eux ne pouvait croiser mon regard. Le notaire s'est éclairci la voix, il y a encore un objet, a-t-il dit, Monsieur Henry a récupéré une copie de la lettre originale d'Éléonore dans les dossiers de son avocat personnel, Éléonore en avait gardé un double. Il m'a tendu une enveloppe couleur crème avec mon nom écrit dessus de l'écriture élégante de ma grand-mère, mes mains tremblaient en l'ouvrant, j'ai lu la lettre à haute voix pour que tout le monde dans cette pièce puisse entendre ce qui m'avait été volé. Ma petite courageuse, je sais que ta vie n'a pas été facile dans cette famille, j'ai vu comment ils te négligent tout en louant ta sœur, mais j'ai aussi vu comment tu gardes ton cœur tendre malgré tout, cela demande plus de courage qu'ils ne comprendront jamais. Je te laisse les perles de ma mère, elles étaient destinées à la petite fille qui a hérité de mon esprit, pas seulement de mon sang, porte-les et souviens-toi, tu as toujours été assez, tu as toujours été aimé. Ta grand-mère, Éléonore. Pour la première fois ce jour-là je me suis laissé pleurer, non de douleur mais d'être enfin vue, ma grand-mère avait su, elle avait regardé et compris et m'avait aimé quand même, elle avait essayé de me le dire et Élise avait volé ses mots, mais maintenant je les avais, maintenant je connaissais la vérité. Ma mère a tendu la main vers mon bras alors que je pliais soigneusement la lettre. Laure s'il te plaît, a-t-elle dit, tu dois comprendre, j'étais jeune, j'étais dépassée, j'ai fait des erreurs. J'ai doucement retiré sa main de mon bras, tu n'as pas fait une erreur maman, ai-je dit, tu as fait un choix, chaque mois pendant 3 ans tu as fait le même choix. J'ai pris mon sac à main et glissé la lettre en sécurité à l'intérieur, j'espère qu'un jour tu comprendras la différence. J'ai marché vers la porte sans me retourner. Dans le hall, Madame Pagnol attendait avec un thermos de thé chaud et un gilet chaud. Viens ma chérie, a-t-elle dit doucement, laisse-moi te ramener à la maison. En sortant avec cette femme que je ne connaissais que depuis 2 ans, j'ai réalisé qu'elle m'avait montré plus d'attention en une matinée que ma mère ne m'en avait montré en 35 ans. 6 semaines plus tard, je me suis réveillée dans la fermette de mon grand-père au son des oiseaux chantant dans les pommiers devant ma fenêtre. C'était le même son qui avait accueilli Henri et Éléonore chaque matin pendant 40 ans et maintenant il m'accueillait moi. Je suis restée allongée un moment sentant les draps en coton doux contre ma peau, regardant la lumière du soleil matinal filtrer à travers les rideaux de dentelle que ma grand-mère avait accrochés il y a des décennies. Pour la première fois de ma vie d'adulte je ne me suis pas réveillée avec l'angoisse pesant lourdement sur ma poitrine, il n'y avait pas de facture mystérieuse attendant dans ma boîte aux lettres, pas de rejet de crédit auquel me préparer, pas de force invisible travaillant contre moi que je ne pouvais ni nommer ni comprendre, le poids que j'avais porté pendant 8 ans avait enfin disparu. Je me suis levée et j'ai fait du café dans la petite cuisine où Éléonore avait l'habitude de faire des tartes aux pommes chaque automne. Ma situation bancaire avait été entièrement rétablie, j'ai appris que grand-père Henri avait secrètement remboursé l'intégralité des 170 000 € de dettes frauduleuses avant de mourir, il voulait que mon nouveau départ soit vraiment nouveau, sans aucune trace des crimes d'Élise me suivant dans ma nouvelle vie. J'ai touché le collier de perles à mon cou en attendant que le café passe, je le portais chaque jour maintenant, c'était la possession la plus précieuse de ma grand-mère destinée à moi depuis le début et je ne l'enlèverai jamais. J'avais commencé une petite activité de comptabilité depuis la véranda de la maison, un espace lumineux avec des fenêtres sur 3 côtés qui donnaient sur le verger. 3 clients locaux avaient déjà signé, de petites entreprises qui avaient besoin de quelqu'un de confiance pour gérer leurs comptes. Le travail était régulier et satisfaisant et je pouvais tout faire depuis cet endroit qui ressemblait plus à un foyer que n'importe où j'avais vécu.
Chaque après-midi vers 15 heures, Madame Pagnol venait de sa maison voisine avec une assiette de biscuits faits maison et un thermos de thé. Nous nous asseyions sous le porche et parlions de tout et de rien, juste une conversation facile entre deux personnes qui appréciaient sincèrement la compagnie de l'autre. Elle était devenue la famille que j'avais choisie et j'étais devenue une partie de la sienne. Le lieutenant Martinez m'a appelé un jeudi matin avec les dernières nouvelles sur tous les dossiers auxquels Élise faisait face. 18 à 25 ans de réclusion criminelle, les charges étaient lourdes, usurpation d'identité totalisant 170 000 € de fraude, coups et blessures aggravées pour les pilules qu'elle m'avait données qui contenaient un composé spécifiquement conçu pour déclencher une anaphylaxie sévère. Vol de propriété pour les bijoux de ma grand-mère évalués à 15 000 € et faux et usage de faux pour la procuration qu'elle avait prévu d'utiliser. Ma mère avait été formellement inculpée pour complicité et recel de malfaiteur pour ses 3 années de dissimulation active d'un crime. Elle ne ferait pas de prison en raison de son âge et de son casier vierge, mais elle devrait témoigner contre Élise au procès. Elle a également été condamnée à payer 50 000 € de dommages et intérêts et porterait une condamnation pénale pour le reste de sa vie. Mon père, bien que non inculpé pénalement, avait demandé le divorce et mis la maison familiale en vente. Il m'a envoyé une lettre s'excusant pour son aveuglement, ne demandant rien en retour. Je l'ai lue une fois et l'ai mise dans un tiroir. Je n'étais pas prête à répondre et je n'étais pas sûre de l'être un jour. Un samedi matin, j'ai entendu une voiture entrer dans mon allée. J'ai regardé par la fenêtre et vu mes 2 parents sortir du même véhicule. C'était la première fois qu'ils étaient dans le même espace depuis que mon père avait demandé le divorce. Ils ont marché vers ma porte ensemble et j'ai su immédiatement pourquoi ils étaient venus. Je les ai invités à entrer parce que c'est le genre de personne que ma grand-mère a élevé. J'ai fait du thé et sorti les biscuits que Madame Pagnol avait apportés la veille, puis je me suis assise en face d'eux et j'ai écouté leur plaidoyer. Ma mère pleurait en parlant. Élise risquait près de 2 décennies de prison, elle était leur fille, elle avait fait de terribles erreurs mais elle ne méritait pas qu'on lui enlève toute sa vie. Mon père avait l'air vidé, une ombre de l'homme qui avait l'habitude de s'asseoir en bout de table. Il a dit qu'une lettre de ma part demandant la clémence pourrait faire une réelle différence lors du jugement, le juge la prendrait au sérieux, cela pourrait faire la différence entre 18 ans et 12 ou même moins. Il me demandait d'aider à sauver ma sœur des pleines conséquences de ce qu'elle m'avait fait. Je les ai laissés finir, je n'ai pas interrompu ni argumenté. Quand ils ont eu fini, j'ai posé ma tasse de thé et répondu calmement. J'ai passé 35 ans à me demander ce que j'avais fait de mal pour que cette famille me traite comme si j'étais invisible. Maintenant je connais la réponse, je n'ai rien fait de mal, vous avez tous fait des choix. Élise a choisi de me voler, pas une fois mais systématiquement pendant 8 ans, elle a choisi de détruire la lettre de ma grand-mère et de porter ses perles comme si elle y avait droit, elle a choisi de m'empoisonner pour que je ne sois pas à la lecture du testament. Maman, tu as choisi de l'aider à cacher tout ça parce qu'elle te faisait sentir nécessaire d'une manière que je ne faisais jamais. Papa, tu as choisi de ne pas voir ce qui se passait parce que c'était plus facile de supposer que j'étais l'échec plutôt que de faire attention à la vérité. J'ai fait une pause et je les ai regardés tous les deux. Je n'écrirai pas cette lettre, pas parce que je veux qu'Élise souffre, je ne veux pas ça, mais les conséquences sont la façon dont les gens apprennent que leurs actions ont du poids. Peut-être que 18 ans lui apprendront ce que cette famille n'a jamais fait et peut-être que la regarder affronter ses conséquences vous apprendra quelque chose à vous deux aussi. Aucun d'eux n'a parlé. Après un long silence, ils se sont levés et sont sortis de ma maison sans un autre mot. J'ai regardé leur voiture disparaître dans la longue allée et je n'ai ressenti que de la paix. Cette nuit-là, je me suis assise dans le fauteuil de lecture de mon grand-père avec la lettre d'Éléonore dans mes mains. Je l'avais lue des dizaines de fois maintenant mais ce soir semblait différent. Je ne la lisais plus comme une révélation mais comme une fondation, une partie permanente de qui j'étais et de qui j'allais devenir. J'ai trouvé un beau cadre en bois chez un antiquaire en ville et j'ai placé la lettre à l'intérieur. Je l'ai accrochée au mur du salon à côté des photographies d'Henri et Éléonore qui étaient là depuis des décennies, ma vraie famille, ceux qui s'étaient battus pour moi-même après leur départ. Sous les photos, j'ai placé une petite carte avec des mots que j'avais écrits moi-même. La famille n'est pas celle chez qui vous naissez, c'est celle qui vous choisit et que vous choisissez en retour. Un mois plus tard, le début de l'automne est arrivé et les pommiers dans le verger étaient lourds de fruits. Je me suis assise sous le porche au coucher du soleil avec une tasse de thé refroidissant dans mes mains regardant le ciel viré à l'or et au rose au-dessus des champs de Sologne. Madame Pagnol a fait un signe de la main depuis son jardin d'un accent grave côté où elle apprenait à sa petite fille comment planter des bulbes de tulipes pour le printemps. J'ai répondu avec un sourire qui venait facilement maintenant. J'ai touché le collier de perles à mon cou, celui que ma grand-mère m'a laissé il y a 5 ans, celui que j'ai finalement reçu il y a 6 semaines, celui que je porterai pour le reste de ma vie.
J'ai eu ta lettre grand-mère, ai-je dit doucement à l'air du soir, je sais que tu ne m'as jamais oublié, je sais que tu m'as vu quand personne d'autre ne le faisait. Une brise a remué les pommiers et quelque part tout près un carillon qu'Henri avait accroché il y a des décennies a joué 3 notes douces, j'ai fermé les yeux et respiré profondément. La famille n'est pas le sang, ai-je chuchoté, la famille c'est qui se bat pour rester dans votre vie et qui se bat pour vous-même après être parti. J'ai ouvert les yeux sur le coucher de soleil, ceci est juste le début, ai-je dit, de la vie que j'aurais dû avoir depuis le début. J'ai ramassé mon thé et je suis rentré pour commencer le dîner laissant la lumière du porche allumée juste au cas où Madame Pagnol voudrait passer plus tard, la maison brillait chaleureusement contre le ciel sologno qui s'assombrissait et pour la première fois de ma vie j'étais exactement là où je devais être. L'histoire de l'or nous apprend quelque chose que trop d'entre nous apprennent trop tard. Les personnes qui nous blessent le plus sont souvent celles en qui nous avons totalement confiance, mais voici la vérité qui compte, vous n'êtes pas responsable des choix que font les autres même lorsque ces personnes sont de la famille. Si quelqu'un dans votre vie vous fait vous sentir petit, invisible ou sans valeur, cela dit tout sur eux et rien sur vous, la vraie famille ne vous démolit pas en secret tout en vous souriant en face, la vraie famille se présente avec un thermos de thé quand votre monde s'effondre. Parfois la famille que nous choisissons nous aime mieux que la famille dans laquelle nous sommes nés et c'est très bien ainsi, vous méritez des gens qui vous voient, qui se battent pour vous, qui célèbrent votre force au lieu de vous punir pour elle, ne laissez jamais personne vous faire croire que vous êtes moins que ce que vous êtes. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire puissante comme celle-ci, et j'aimerais vous lire dans les commentaires, avez-vous déjà découvert que quelqu'un en qui vous aviez confiance travaillait secrètement contre vous ? Comment avez-vous trouvé la force de partir ? Partagez votre histoire ci-dessous, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui.